élégant et efficace, Marc Dillasser fait l'unanimité chez tous ceux qui l'ont rencontré. Après un parcours équestre très riche dans les plus prestigieuses écuries, il s'est installé avec son épouse Lauriane au haras du Millennium dans l'Orne. C'est là que nous retrouvons le champion de France Pro Élite en titre. Bonjour Marc. Bonjour, bienvenue au haras du Millennium. Merci. On te dérange un peu en plein travaux là. Ben oui, voilà. Donc on est Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de monter 1500 m² de panneaux photovoltaïques. Donc voilà. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'on va produire l'électricité pour environ 40 foyers, sachant qu'au Merleroy, il doit y en avoir 200. Donc on va produire 25% de la production locale. Donc tu vas mettre tout le monde à cheval après ça. Voilà, tu vas les convaincre. tout à fait. On va essayer. Donc panneaux photovoltaïques, un nouveau bâtiment voilà, aussi. Nouveau bâtiment avec stockage, tabulation, 8 box aussi. On a restauré l'ancien bâtiment de stockage. On a fait 8 nouveaux box parce qu'on a une très grosse demande pour les jeunes chevaux. Avec mon cavalier, là, Benjamin Gégousseau, qui travaille avec moi depuis maintenant 1 an. Donc voilà, on a de quoi s'occuper et on ne va pas s'ennuyer cet hiver. Tu travailles ici avec combien de personnes? Alors donc je travaille avec mon épouse, Lauriane, que vous allez voir tout à l'heure. Et puis on a une équipe de 5 salariés. En plus donc nous sommes à 7 en tout. Voilà. Bon, est-ce que tu as un petit peu de temps pour déjeuner? Pas de souci, avec grand plaisir. Alors on se retrouve chez toi. Voilà, on y va. Je t'emmène à la maison. On est juste vraiment dans le même bâtiment que les écuries. On est juste à côté. D'accord, c'est pratique. Voilà. J'ai eu le temps ce matin d'éplucher les carottes, les pommes de terre, de préparer un bon petit plat. Voilà, c'est en train de mijoter. Non, je suis obligée de te dénoncer, Marc. Ah non, mais ça c'est pas fair play ça. J'ai mis beaucoup de cœur et tout à faire les choses. Vraiment, faut quand même me laisser cet honneur. Oui, c'est ça, oui. Non. Je crois que justement, la cuisine, c'est pas forcément ta spécialité. Et si regardez ce beau petit plat qui est en train de mijoter, c'est magnifique. Regardez ça. Écoute, en tout cas, ça a l'air très bon. Voilà. Bon, bah, on n'a plus qu'à se mettre à table. Marc, avant de t'installer ici, donc il y a 4 ans, tu as fait beaucoup d'écuries, on peut le dire, où tu as été employé, puis cavalier à ton compte avant de t'installer dans tes propres installations. On peut citer le haras DM, le haras de Hus. Qu'est-ce que tu as tiré de ces différentes expériences? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, bon, moi je suis originaire de Bretagne et c'est vrai qu'il fallait déjà... T'es un breton expatrié en Normandie. Exactement, il fallait déjà sortir un petit peu de la Bretagne pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Et au haras DM, ça a été une fantastique expérience puisque je suis tombé dans les années $de la pierre. Donc c'est-à-dire, voilà, c'était vraiment l'effervescence, champion du monde, vice-champion d'Europe. Et Grenal qui était à l'époque très jeune, moi j'étais son second. Et c'est vrai que je suis resté 5 ans là-bas, c'était une fantastique expérience. J'ai monté jeune Jarnac, Lame de Fétan, Adenorson, Lucky Dureverdi, des Moka de Mescam, des chevaux qui ont tous fait des Grands Prix 5 étoiles. Et simplement, les choses étaient très claires là-bas, mais j'étais le second. Et j'avais découvert le haut niveau, mais avec comme cette frustration de donner les clés à la finale des 6 ans, donner les clés de Lame de Fétan le lendemain matin. C'était le jeu, mais c'est pas agréable. Du coup, voilà, j'ai eu l'opportunité de partir au haras de Hus, où c'était quelque chose de complètement différent, puisque là il fallait tout créer, il n'y avait rien. J'étais son premier cavalier. Comme je vous disais ce matin, il y avait simplement la petite carrière de dressage devant le château, avec quelques boxes démontables, et 200 chevaux dans les prés, avec des tas de carnets et un couple d'Allemands qui s'en occupaient. Donc il a fallu tout construire. Peut-être que je suis arrivé un petit peu tôt dans le système là-bas, parce qu'au début, forcément, c'est toujours plus compliqué quand les choses ne sont pas mises en place. Mais par contre, Xavier Marais, la rencontre avec lui, ça a été vraiment quelque chose de fantastique au niveau humain, dans le sens où rien n'est impossible. C'est un entrepreneur et qui pousse vraiment les gens à entreprendre. Et je pense que si aujourd'hui je me suis installé, c'est aussi parce que j'ai rencontré des gens comme ça, qui vous font comprendre que si tu es courageux et que voilà, tout est possible. Donc finalement, tu as tiré différentes choses de tes différentes expériences. C'est ce que j'ai essayé de faire, et avant de vraiment de m'installer, j'ai été pendant 1 an avec Virginie Coupry et Hubert Bourdi, où là vraiment c'était cette notion du business, du commerce de chevaux. Du commerce de chevaux, voilà, trouver des chevaux, les exploiter pendant quelques mois, voilà. Donc je pense, oui, je me suis vraiment renforcé de ces 3 expériences qui étaient complètement différentes, avec des gens très différents, mais très complémentaires. Et donc à 30 ans, je me suis mis à mon compte. Alors, le haut niveau, tu y as accédé avec Obi-Wan. Je pense que ça a été ton meilleur cheval, on peut le dire comme ça. Complètement, oui.
Ce cheval-là, tu l'as vendu en janvier 2014. Ouais. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il? C'était bon, Obi-Wan prenait 11 ans. Mhm. C'était une discussion qui avait été mûrement réfléchie avec ses naisseurs et propriétaires Joël et Gérard Mestralet. Mhm. Voilà, le cheval était parti pour un cavalier brésilien. C'est vrai qu'après on l'a un petit peu moins vu. Bon, le cheval est en très bonne santé, il va bien, il est très bien soigné. C'est sûr que c'est mon cheval de cœur et c'est celui qui m'a emmené mes premières Coupes des Nations. Pour moi, c'était un rêve complètement inaccessible. Mon premier 5 étoiles, c'était Calgary. Et on a gagné la coupe à 3 avec Jérôme, avec GG, Jérôme Murel et Bosti. Tout le monde nous regardait de travers en arrivant en se disant mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Donc voilà, c'est des souvenirs absolument magiques. Et puis après, ça a déclenché tout le reste. Mais c'est ainsi. C'est sûr que j'ai commencé la saison 2013. J'avais 3 chevaux de 5 étoiles, puisque j'avais Camailleux, Obi-Wan et Dame Blanche. Et j'ai commencé celle de 2014 avec des jeunes chevaux et pour sauter 1m40. Ça a été un choc. Et du coup, avec Lauriane. Ça a été dur? Ouais, forcément. Mais ça a été surtout une grande remise en question. Et avec Lauriane, mon épouse, on s'est dit, mais il faut voir comment on en est arrivé là. Et surtout, comment ne plus en arriver là. Et... Ça a été une erreur selon toi? Si tu dis ne plus en arriver là? Non, mais quand je louais les écuries, on avait une vingtaine de chevaux. Et c'est vrai que j'ai délaissé les jeunes chevaux quand j'ai fait le haut niveau. Parce qu'on n'était pas suffisamment structuré. Pour des raisons financières, on n'avait pas assez de salariés pour nous aider. On ne pouvait pas mettre de l'argent dans des chevaux. Enfin voilà, tout. Du coup, on était complètement dépendant de tout ce qui se passait. Donc arrivé ici. De vos ici, propriétaires? Complètement, bien sûr. Mais avec Joël, c'était vraiment une histoire fantastique, fabuleuse. On garde encore d'excellents contacts. Et du coup, on s'est arrivé ici, on s'est dit il faut embaucher du monde, avoir plus de jeunes chevaux, élargir le réservoir. On s'est rendu compte aussi que nos poulinières nous donnaient des produits qui étaient sympas. Et à chaque fois que j'ai vendu un cheval, tout de suite on a remis de l'argent dans un poulain ou dans une saillie. Cette année on a cassé la tirelire en mettant casal. Mais à chaque fois on a voulu réinvestir, acheter une moitié de poulain, faire un truc. J'ai investi dans Utah aussi, mon étalon de pile qui va prendre 9 ans. Voilà, pour accéder à nouveau à ce niveau-là et surtout créer de l'activité, quoi. On le voit, on l'entend quand tu nous l'expliques, Marc. T'es quelqu'un qui fait quand même l'unanimité et on va le constater, on écoute la cerise sur le gâteau. Moi je trouve son atout, c'est l'addition de son talent, de son travail, sa capacité de travail. Il a une équitation très fine, qui correspond à son physique parce qu'il est pas costaud, il est tout petit. Et donc il a une équitation très fine, très légère. Et c'est la raison pour laquelle aussi les gens qui achètent des chevaux derrière lui sont plutôt bien parce que ce sont des chevaux qui sont bien dressés, qui sont amenés patiemment. Bon, alors... Tu vois, j'ai fait aussi des petits gâteaux. Moi aussi, j'ai travaillé, n'est-ce pas? Oui. Ce qui est bien, c'est que tu as même mis ton numéro de téléphone dessus. Exactement. Au cas où. Cet été, tu étais champion de France avec Clifton. Oui. Parle-nous un peu de ce cheval. C'est ton futur espoir pour retrouver le haut niveau? Bien sûr, oui. C'est le Clifton. Donc nous l'avons acheté avec le docteur Francis Audrey l'an dernier. Je l'avais trouvé à Barbast. Quand j'étais allé descendre faire le Grand National là-bas, il avait que 8 ans, c'était Thibaut Pomarès qui le montait. D'accord. Et j'ai eu le coup de foudre pour ce cheval. Je suis rentré, j'ai dit à Francis, viens avec moi, j'ai trouvé un cheval, je le veux, j'ai fait mon caprice, il me dit, il faut que tu l'achètes. Et on avait déjà fait une bonne affaire, je lui avais fait faire un bon coup sur un cheval qu'on avait vendu, du coup il était bien sûr très open. Il m'a dit, on y va. Et donc on s'est retrouvé avec Clifton, qui est un fils de Clinton, forcément, vu son nom, et qui a été un petit peu compliqué à mettre en route, parce qu'il y avait un cheval qui avait du tempérament, il fallait un peu comprendre comment il fonctionnait. Et c'est vrai que depuis cet été, il a vraiment très bien marché. Parce qu'après le championnat de France, on a Philippe Gardin comme il le fait à tous les champions de France, il offre l'accès à tous les 5 étoiles. Donc il y avait juste Dinard derrière. Et je lui ai dit que mon cheval, je le sentais pas prêt, il n'a que 9 ans, et il nous avait envoyé faire une tournée à Bratislava et Samorin. D'accord. À Samorin, c'est un endroit absolument magique.
Je pense que c'est un des plus beaux endroits. C'est où? En Slovaquie. D'accord. C'est un privé qui a construit ça. Et il y a 7 pistes, il y a un manège immense qui fait 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment un truc mais complètement incroyable. Un hôtel de 600 chambres. Et voilà, un truc démesuré, mais c'est splendide. Et là-bas, on avait gagné la Coupe des Nations. Clifton était 2-0 dans la Coupe. Il était 5e du Grand Prix. Donc voilà, tout ça, la machine s'était lancée. Et là, dernièrement, il était 2e du Grand Prix du 3 étoiles au CSI de Saint-Lô. Et j'ai décidé de le laisser tranquille sur la fin de saison. On avait encore l'ouverture possible sur les 5 étoiles de Lyon et Paris, mais j'ai préféré faire les 2 étoiles et emmener mon deuxième cheval à Utah, qui est plus jeune, mais pour qu'il prenne du métier. Parce que voilà, il faut que je continue à la guérir. J'ai encore jusqu'au mois de juin l'an prochain, puis quand on connaît le calendrier en France, sur tous les 5 étoiles, il y en a tellement que voilà. Je veux amener mon cheval quand il sera prêt. Pour le moment, c'est un peu prématuré. Du coup, on attend, on patiente. Mais est-ce que tu penses que c'est un cheval d'espoir? C'est-à-dire que c'est un cheval qui va te permettre de retrouver le très haut niveau? D'après ce que tu dis, ça a l'air d'être le cas. Et surtout, est-ce que c'est un cheval avec qui on va te laisser le temps de pouvoir atteindre ce niveau-là? Clifton, avec son propriétaire, ça a toujours été clair. Il y aura une issue commerciale sur le cheval. Ça, c'est indéniable. Maintenant, quand c'est toujours essayer de trouver le bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Le bon moment pour qui? Pour le cheval ou pour toi? Pour tout le monde. L'idéal, vraiment, c'est d'essayer d'en profiter et quand le cheval arrive un peu au sommet. Maintenant, on ne sait pas si on m'avait dit déjà il y a un an que ce cheval-là allait être champion de France et gagner une Coupe des Nations, on n'en était pas là non plus. On ne sait pas ce qui va se passer. J'ai comme objectif, je veux le préparer pour la boule. Avant, il y a Bordeaux, il y a Paris, le Saut Hermès, mais voilà, c'est pareil. Moi, je vais sortir de l'hiver, je vais me confronter à des cavaliers qui ont sauté du 5 étoiles tout l'hiver, avec des chevaux très aguerris. C'est pas la peine d'aller faire n'importe quoi. Donc, je vais préparer mon cheval gentiment, régler les problèmes techniques qu'il y a à régler dessus, parce que tout n'est pas encore parfait. Et voilà, on se donne comme objectif essayer de sauter la boule. C'est quoi les grandes lignes de ton équitation, de ta technique? C'est pas évident. Je pense que... Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu es très attentif? Ouais, le travail sur le plat, vraiment, parce que de toute manière, c'est assez nouveau, entre guillemets. Il y a 10 ou 15 ans, il n'y a quasiment pas de cavaliers français, en tous les cas de CSO, qui travaillaient, et on n'était que des utilisateurs. Et j'ai travaillé avec Jean Alazard. C'était une des belles rencontres au Aradeus aussi. Voilà. J'étais pareil, son premier cavalier de CSO qui faisait travailler. Et il est décédé l'an dernier, mais c'était un très grand ami. Parce que quand il m'appelait, il demandait comment allait son neveu en parlant de mon fils. Donc on était vraiment très proches. Et lui m'a fait me poser aussi beaucoup de questions. Je pense à lui quand je monte mes chevaux, je ne peux pas dire tous les jours, c'est pas vrai, mais essayer de revenir à la base dès qu'on a un problème. Si ton cheval il va pas, c'est qu'il y a une raison. Est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il est en ligne, est-ce que si. Voilà, on a un peu oublié l'équitation classique, je trouve, parce que, comme ils disent dans les livres, en avant calme et droit, mais c'est tout simplement ça. Pour pas quand on arrive devant l'obstacle, pour pas qu'il tombe, il faut que le cheval aille en avant, qu'il soit calme et qu'il soit pas de travers. Donc s'il accélère et qu'il part sur le côté, on a une chance sur deux qu'elle tombe. Si on est droit dans l'axe et que le cheval est là, déjà ça en fait moins. Ça en fait moins. S'il est suffisamment bon, normalement la barre tombe pas. Donc c'est ça, on oublie. Il y a beaucoup de fioritures, plein de choses qui sont faites autour de l'équitation, mais c'est la base, quoi, d'avoir ton cheval qui va en avant, qui reste en ligne, que s'il part à gauche, tu arrives à le ramener. Je pense pas que ce soit pas très compliqué. En soi, le travail à faire est pas évident, mais que la méthode est comme très simple. C'est ce que vraiment Jean, qui a beaucoup fait travailler Kevin aussi, et avec Kevin on a échangé pas mal de fois là-dessus, et ce qu'il disait, il dit c'est très simple. Il faut juste bien demander. Il dit tu mets ton cheval dans un pré, il est capable de changer de pied autant, il est capable de se gratter l'oreille avec son postérieur. Nous on monte dessus, on voudrait que le postérieur avance de 30 cm et on n'y arrive pas. C'est juste qu'on le demande mal. Le cheval, s'il en veut n'importe lequel, c'est sauter une clôture à 1m40 sans la faire tomber. Donc voilà, c'est vraiment une question d'essayer d'être le plus homme de cheval possible. Voilà, d'écouter ses chevaux et voilà, déjà on les déplace beaucoup, on les envoie dans des endroits qui ne sont pas du tout faits pour eux et malgré tout les chevaux s'adaptent, mais essayer d'être dans le monde des courses, je pense qu'ils sont beaucoup plus hommes de chevaux que nous. Nous on veut trop
trop les rendre citadins, alors qu'un cheval, c'est fait pour... voilà, c'est pas un citadin, un cheval. Merci de m'avoir reçu, Marc Dillasser. Avec grand plaisir. On croise les doigts pour tous les objectifs que tu t'es fixés. C'est gentil, merci. À la semaine prochaine.